Attends. Et voilà, shalom à tous. On est très contents. On se retrouve sur l'île Maud depuis le Kotel. Et bah, c'est normal, hein, on est bientôt Tisha B'Av, donc on se rapproche de cet endroit-là. Vous savez que le jour de Tisha B'Av, le Mashiach est né. Et en plus, on parle de Kol HaTor avec le Rav Menachem Ackerman qui nous parle justement de ces temps messianiques. Bechavod Arav. Toda Rabbi Johan, et merci pour les photos du Kotel. Il y en a pour qui c'est pas la porte à Kotel. Donc on continue dans notre étude. C'était le deuxième sujet qui s'appelle Ken, Atzne Alechet, marcher avec discrétion, et qui était le deuxième des 7 sujets qu'on va voir maintenant, qui sont les thèmes de la manière de traduire, déjà de manière beaucoup plus opérative, les concepts profonds qu'on a vus. Il faut comprendre que c'est très important, même si le Gaon de Vilna ne nous a pas donné une manière opérative jusqu'au niveau aujourd'hui où on réalise tout ça, mais les concepts qu'on a vus sont tellement hauts que les traduire dans des concepts opératifs, c'est déjà une sagesse en elle-même, et c'est pour ça que dans les 7 principes qu'on a ici, pour nous, c'est pas très opératif, mais on va le voir déjà dans l'étude de cette semaine, c'est-à-dire du troisième thème, que malgré tout, le Gaon de Vilna, c'est dans le Rabbi Hillel, s'efforce de traduire des concepts qu'on a déjà étudiés auparavant, mais de manière la plus conceptuelle, mais vue du côté opératif. C'est-à-dire, je dirais, c'est la différence entre un philosophe de la science et un ingénieur. On n'est pas dans le technicien ici. C'est-à-dire, on est toujours au niveau haut, mais l'ingénieur, il est déjà dans une vision des choses qui est orientée vers le côté pratique des choses. Alors, le sujet qu'on a vu la semaine dernière, c'était Atzne Alechet, et je vous le rappelle quand même, de manière rapide, c'est que le Gaon de Vilna nous dit, faites attention, lorsque on va commencer, et c'était déjà à lui, le Gaon de Vilna, on va commencer de construire réellement le processus de retour en Eretz Israël, il y a un point qui est très important, il faut le faire avec discrétion. Ça veut dire, il faut faire le moins de déclarations possible et le plus d'actions possible. C'est-à-dire, il faut faire et pas de blabla, pas de parler, et surtout pas au niveau international. C'est-à-dire que c'est, comme je l'ai signalé la semaine dernière, et on va l'étudier cette semaine de manière précise. Alors ça tombe bien parce que c'était le Yahrzeit de Herzl cette semaine. Il y a eu des cours très intéressants qui ont été donnés justement sur Herzl et le sionisme de Herzl et son côté religieux, qui est souvent méconnu, Baruch Hashem, dans les milieux francophones, grâce au docteur Georges Weiss, qui a sorti un très beau bouquin dessus. Il y a beaucoup plus de choses qui sont connues, mais disons que le concept de Herzl, c'est exactement le contraire. C'est que tu commences le côté opérationnel par le côté politique. Le côté politique, c'est faire des annonces, faire bouger le monde, l'effervescence. Donc, on peut dire, sur ce point-là, et sans doute essentiellement sur ce point et sur le côté que le sionisme du Gra est un sionisme complètement basé sur la Torah, alors que le sionisme de Herzl, même si Herzl était traditionnaliste, un petit peu religieux, c'est un sionisme laïque de manière générale, c'est comme ça qu'il s'est construit. Le deuxième point de différence qui est complètement différent et que les gens n'ont pas conscience, c'est la différence entre un sionisme discret et un sionisme, au contraire, avec de la publicité. Sionisme discret, sionisme publicité. Alors, un des points qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que du coup, dans la pensée du nom du sionisme, le Gaon de Vilna ne voulait pas l'appeler Tzionut ou Shivat Zion. C'est-à-dire Shivat Zion, retour à Zion, c'est un programme politique. C'est-à-dire c'est un programme public. Il a donc dit qu'il fallait l'appeler Chazon Zion, vision de Zion. C'est-à-dire la vision, c'est genre je vois de loin, mais c'est un mensonge. C'est uniquement pour ne pas, dans le nom, trop dire, entre autres, et garder la discrétion. Alors pourquoi est-ce que la semaine dernière on avait vu beaucoup de choses. On a vu, je vous rappelle, tout d'abord on avait vu que cette idée était contraire à ce dont parlent les sages dans la Mishnah de Sota, c'est qu'au moment du sionisme, puisque ce qu'on appelle l'ikvita de Meshicha, c'est le sionisme, pour nous les pas du Messie, c'est le sionisme, au moment du sionisme, la tendance naturelle du peuple juif, c'est ce qu'on appelle la chutzpah. La chutzpah, chutzpé, c'est-à-dire dire tout ce que tu as à dire. Donc, c'est la chita de Herzl. Vous comprenez? C'est-à-dire que la Mishnah de Sota dit ça. Alors, qu'est-ce que va répondre le Gaon de Vilna? Il dit, je sais que ça va être naturellement comme ça,
Et c'est pour ça que je te dis que de manière opérationnelle, je te préviens, fais attention, combat ça, empêche ça, et fais tout dans la plus grande discrétion possible. Ça, c'est la première chose. Du coup, on avait étudié le côté chutzpah, on avait étudié toute la Mishnah de Sota. On avait vu qu'il y avait de la chutzpah à tous les niveaux. Au niveau politique, au niveau économique, au niveau religieux et au niveau sociologique et psychologique, individuel. Ouais, je vous rappelle pas, ceux qui veulent, vous reprenez les textes, mais c'était aussi un chidouche d'une analyse de cette Mishnah vue sous cet angle-là. Je me suis basé essentiellement sur l'enseignement du Rav Kook dans Rotatria, dans le livre de Roth, que Menachem Berajeger va bientôt sortir en français, c'est-à-dire ce passage. Il a déjà commencé. Alors ensuite, il nous avait amené une source qui était une source très importante sur le fait que quand Hachem parle à Moshe, il lui dit que pour le combat contre Amalek, qui est un des thèmes essentiels du sionisme, vous savez que c'est ça qui fait peur aussi dans le sionisme, c'est que quand le sionisme arrive, tu réveilles les forces d'opposition les plus grandes qui sont à Amalek. Le sal Amalek nous attaque quand on passe la mer Rouge, il nous attaque quand on se prépare à rentrer en Israël, va y avoir Kanaani Melech Harad, c'est l'histoire du Kanaani Melech Harad dans une des parachiotes il y a 2 semaines. Il nous a attaqué au moment du sionisme de retour à Sion de Beit Sheni, c'est l'histoire de Purim, et il nous attaque de notre temps. Jusqu'à maintenant, on avait la paracha de Chutz La'aretz, c'était les nazis, et depuis le 7 octobre, on a la paracha de Amalek qui nous attaque en Eretz Israël. C'est le Hamas, c'est les Iraniens, c'est le Hezbollah, c'est tous les Bédouins comment ça s'appelle, de Syrie, c'est tous la même racaille, c'est-à-dire c'est les mêmes, c'est tous Amalek, musulmans, disons sous couvert musulman, qui attaquent pour l'extermination de l'État d'Israël. Alors ça, on connaît dans les sources, c'est les Amalek de Vayavo Knanim et les Harad quand on commence à rentrer en Israël, et puis c'est aussi l'histoire de Shaoul qui, lui, a attaqué Amalek, n'a pas attendu que Amalek l'attaque. C'est-à-dire, mais c'était en Eretz Israël, made in Israël. Donc tout ça, ce combat de titans contre le plus grand opposant à Shivatien qui s'appelle Amalek, c'est-à-dire, c'est comment on sait que ça doit être secret par ce verset, Vesim beozne Yoshua, mais dans les oreilles de Yoshua. Ensuite, il a encore dit quelques petites choses. Il a expliqué l'idée de la Hazot. Et pour terminer, on va étudier une source que je n'avais pas donnée la semaine dernière parce que je l'ai retrouvée cette semaine. C'est un pasouk dans Haazinu. Alors, comme vous savez, Haazinu, qui est l'avant-dernière paracha de la Torah, une paracha qui trace toute l'histoire du peuple juif depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à la fin de la Géoula. Et c'est dedans, donc, on a énormément de psukim qui sont très importants au niveau des processus de Galout et de Géoula. Alors, on a un verset qui est très intéressant, qui dit comme ça, le verset 34, Allo kamus imadi hatum beotfotai. Ouais, c'est-à-dire que Dieu dit, parce que là c'est des paroles, c'est Dieu qui parle. Ouais, il dit comme ça, certes, ceci est mon secret, il est scellé dans mes archives. C'est-à-dire, en français, on parle de Akadosh Baruch Hu. Et de quoi il parle? Li nakam veshilem le'et tamut raglam ki karov yom edam v'chashatidot lamo. Il y a 2 lectures possibles dans Rashi, dans les Chachamim. Je vais donner la lecture du Gaon de Vilna, c'est-à-dire, c'est que au moment où Dieu décidera de se venger et de payer à tous les goïms tout le mal qu'ils nous ont fait, c'est-à-dire le temps de la Géoula, qui est un temps de Nekama. Dans Haazinu, le thème de la Nekama contre ce que nous ont fait les goïms est très important, puisque le dernier verset de Haazinu, oui, contrairement à Nitzavim, où il y a une autre prophétie de Géoula dans la Torah et encore d'autres endroits, le thème, c'est le thème de la vengeance, c'est un verset que vous connaissez. Arninu goimamo kidav avada vikom enakam yashiv letzara vechiper admato amo. C'est un verset de vengeance qui est le dernier verset de la Géoula de Haazinu. Donc la Géoula de Haazinu, c'est une Géoula de règlement de compte, et il y a ce pasuk aussi qui est ici. Li nakam veshinem, dit Akadosh Baruch Hu, pour moi, lorsque moi, je déciderai d'inverser, c'est-à-dire de ne pas livrer les Juifs en pâture aux Goïm, comme c'était le cas au moment de l'Inquisition, au moment de la Shoah, des pogroms, etc., de Kishinev, mais au contraire de décider que le temps est arrivé, qu'on fasse ne commet, qu'on se venge de tous ceux qui ont fait du mal. Et Akadosh Baruch Hu, eh ben, il est d'accord avec ça. Donc il dit au moment où Li Nakam Veshilem,
les Ait Tamut Raglam, au moment où leurs pieds vont glisser. Ils ont dit Tamut, l'itmutet, ça veut dire ils vont tomber. Est-ce qu'on parle du moment où les pieds des Juifs vont être en faiblesse et que du coup Dieu a besoin d'aider, ou bien au moment où, sauf les goïms vont se casser la figure, donc ce sera le moment où il pourra se venger? J'ai pas pensé à la question avant le shiur, mais maintenant je préfère la première interprétation parce que Raglam, vous vous souvenez, c'est les Raglaim du Mashiach. C'est ce qu'on appelle l'Ikvetet de Mashiach. Donc au moment où il y aura les pieds du Messie, mais qui seront encore des pieds faibles, ouais, c'est pas des pieds noirs, c'est des pieds les pieds tendres. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est le début. On avait vu que au début c'est compliqué, on va le voir aujourd'hui, parce que tous les débuts sont difficiles. Il y a une grande vulnérabilité, donc j'interpréterai comme ça. Les tamut raglam, c'est-à-dire autant. D'ailleurs, maintenant que je vois, il y a même le mot les et qui est un mot secret de la Géoula. Ani Hashem berita achishena, c'est quand on arrive au temps, qui est le temps de décider, où il y aura une faiblesse des pieds juifs, ou une faiblesse aussi, puisque c'est la fin de la civilisation étrangère, donc ils seront en train de se casser la figure. Kikarov yom etam, parce que là c'est clair qu'on parle de la punition des goïms, le jour où il va y avoir leur catastrophe, c'est entre guillemets leur fête. Oui, pour ceux qui savent l'arabe, comme on dit une fête en arabe, Eid el-Fitr. Vous connaissez. C'est-à-dire, le mot Eid, la Gemara dans Avodah Zarah, elle dit, est-ce que c'est Aleph, Yudalet ou Aïn Yudalet? Il y a une mahlouket, Rav Shmuel. Elle t'écrit Eid el Aïd ou Eid el Aïd, c'est le même mot. Donc, Yom et Dam, c'est le jour où on leur fera leur fête. Mais ce sera plus la fête de la défaite. C'est-à-dire, Vechash atidot lamo, et que pour le peuple juif, Dieu va accélérer le futur. Or, ces trois derniers mots, le Gaon de Vilna les a cités pour comprendre que, et on va l'étudier aujourd'hui, que le temps de la Géoula qui marche tout doucement, il va y avoir de plus en plus vite. Et c'est la notion de Vechash. Chash, c'est accéléré. Ils ont traduit à court, mais c'est plutôt s'accélère. C'est-à-dire, on peut le marquer pour le... Oui, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Voilà, c'est accélère pour eux, parce que j'ai traduit gaoniquement. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? Le verset 35 parle de la Géoula, ma chère Ben Yosef, à cause de tous les mots-clés. Et qu'est-ce qui a marqué dans le verset 34? Que ceci est mon secret, il est en secret chez moi, et il est scellé dans mes hautes savants. Donc, c'est encore un verset qui montre, qui renforce ce qu'a dit le Gaon de Vilna, que le processus Mashiach ben Yosef doit être tout d'abord de manière Khatoum Kamous, c'est-à-dire de manière secrète. Voilà. Alors maintenant, on va étudier le sujet suivant. Et le sujet suivant, c'est petit à petit, ou peu à peu, on peut dire, ouais, peu à peu, c'est important, pas à pas. C'est-à-dire, c'est le même mot, ouais, Kimaki. Alors, là, comme je vous ai dit, le Gaon de Vilna va nous donner, non pas l'idée générale, mais les idées de manière pratique. Comment réaliser ça ou comment le comprendre pour le réaliser. On va voir quelques conseils qu'il donne. Alors, on commence. Il faut savoir au préalable que le commencement de la rédemption vient petit à petit, tout doucement, comme l'ont dit nos sages, Talmud de Yerushalmi, Yerushalmi Brachot 1. Donc c'est la première fois qu'on apprend le texte de la Gemara qui dit ça, parce que c'est pas le Gaon de Vilna qui l'a inventé l'expression Kima Kima. Kima Kima, c'est l'expression en araméen, ça veut dire petit à petit. Et par contre, le Gaon de Vilna nous a dit que c'était ça l'idée, la traduction du mot Ikveta de Meshicha. C'est-à-dire quand on parle des pas du Messie ou des talents du Messie, on ne parle pas de talonner ou de marcher, mais on sous-entend que la Géoula vient petit à petit, comme on appelle pas à pas. En français, c'est la bonne expression, c'est-à-dire pas à pas que la Géoula va venir léat, petit à petit. Alors, la Gemara qui est très connue, d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est que c'est une Gemara fondamentale parce que le Talmud Yerushalmi a tenu dans la Gemara à le mettre sur la première Mishnah de la Gemara, c'est-à-dire Mishnah Brachot, Perek Aleph, Mishnah Aleph. Tout de suite, la Gemara, qui était Yerushalmite, veut nous parler
d'idées de Géoula. Alors, on étudie ensemble, je ne sais pas la traduction, donc le lit, on le traduit. Rabbi Chia Rabba, Rabbi Shimon ben Chalafta, Avu Me'alchin Behada. Donc, Rabbi Chia le grand et Rabbi Shimon, fils de Chalafta, ils allaient ensemble. Ouais. Ils se promenaient ensemble, Bebikat Arel. Ouais. Behada Bikat Arel, c'est-à-dire ils allaient ensemble dans la Bikat Arbel. Ouais. Bikat Arbel, c'est juste en dessous de Migdal et juste au-dessus de Tveria. Si vous suivez le Kinneret un petit peu après, la vallée sur laquelle se trouve la petite ville de Migdal, c'est ce qu'on appelle la Bika, la vallée de Arbel, Bekritzata, au moment du lever du soleil. Veraou ayelet hashachar shebakao. Or, comme vous savez, l'aube, ouais, après les ténèbres, ça augmente petit à petit, mais souvent, qu'est-ce qu'on voit avant de voir le soleil? On voit comme des cornes des cornes de cerf, c'est-à-dire on voit des faisceaux de lumière comme ce qui sort des fois de nuages. Vous savez, quand il y a le soleil derrière les nuages, on voit des faisceaux comme ça lumineux. Alors, si vous levez à l'aube, de temps en temps, vous pourrez voir des faisceaux comme ça. C'est peut-être parce qu'il y a diffraction à cause de nuages qui sont derrière la montagne, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont regardé du côté du Golan parce qu'ils savaient de quel côté le soleil se levait. Et puis, ils ont vu Ayelet Hashachar. Pourquoi ça s'appelle Ayelet, à votre avis? Vas-y, Yitzhak, Bechavon. Tu veux pas dire? À quelqu'un d'autre. C'est la femme de qui, la Ayelet? Je vois que les cours, ils servent à rien. Ça sert à rien, vous comprenez rien. Quoi? Non, c'était un jeu de mots. Comment on appelle le Hayal? Le Tzvi, le cerf. C'est pour ça que je dis que ça sert à rien. La C'est-à-dire biche. un cerf ou une biche ou une... Et il est aussi, c'est la D'accord. gazelle. Voilà, la gazelle, voilà. Ouais, tu as voulu me l'exolier Tamila de la bouche. Ouais, donc c'est la gazelle. Mais en tout cas, elle a des cornes. Et C'est quand ça, tu vois ces faisceaux lumineux de derrière la c'est montagne, une ça antilope en fait. s'appelle Une Ayelet, antilope. quoi, voilà, ou l'antilope, ouais. C'est-à-dire, ça s'appelle Ayelet Ashachar. C'est-à-dire les cornes de la gazelle de l'aube. Parce que Shachar, c'est l'aube, Mm, c'est très beau. mm. Chez Baka Ora, qui sortait comme ça. Et à ce moment-là, ils ont dit, c'est magnifique, on va faire une photo, un selfie, pas du tout. Amar Rabbi Chia Rabba. Rabbi Chia Rabba a dit à Rabbi Shimon ben Khalfata, ben Rabbi. Kach i geulatan shel Israël. Tu vois ça là-bas? Eh bien, c'est comme ça qu'est la geoula de Ham Israël. Biterhelata, au début, kima kima, elle vient tout doucement. C'est pour ça que ce mot-là, je l'ai mis en caractère gras, parce que l'expression kima kima, elle vient de ce Yerushalmi. C'est-à-dire, kima kima, ça veut dire tout doucement. C'est-à-dire, mais maintenant, il rajoute un point dont on n'a pas l'habitude de parler, qui est l'idée de Vechash Atidot Lamo, le fait que c'est un processus exponentiel. Kol ma sheyolechet, iraba volechet. Plus elle avance, plus elle avance. C'est-à-dire que c'est un processus intégral. Iraba volechet. Pourquoi? Parce que c'est le chidouche. Le chidouche, c'est pas qu'elle avance tout doucement, que l'aube avance tout doucement, mais que plus ça avance, plus il y a de la lumière. Vous comprenez ce que je veux dire là? Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire, tu peux pas dire que c'est comme si tu as une quantité de lumière, une petite quantité à chaque moment. Non, tu as une intégrale. C'est-à-dire que tu as la quantité de lumière du premier, plus le deuxième, plus le troisième, et en plus, ça va de plus en plus vite, exponentiel. C'est-à-dire, et irabba veolechet, c'est-à-dire, elle augmente de plus en plus. Et c'est ça qu'il a vu. Il n'a pas du tout vu que ça arrivait tout doucement. Il a vu deux choses. Tout d'abord, qu'il faut la patience, que ça arrive tout doucement comme l'aube, qui passe de l'obscurité de la galoute au lever du soleil du Netz de la Géoula Shlema. Et ce temps-là, nous dit le Gaon de Vilna, c'est le temps de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, le temps de la galoute, c'est la nuit. Le temps de Mashiach ben David, c'est le Netz. C'est-à-dire, c'est le lever du soleil. Et le temps de Mashiach ben Yosef, c'est le temps de l'aube. C'est ce temps-là qui a deux caractères, petit à petit et de plus en plus. Ken, Oui, audioter, audioter, or, audioter, or. Qu'est-ce que tu veux dire, Yitzhak? oui, on a comparé à l'antilope parce que d'abord on voit les débuts de cornes de l'antilope avant de voir tout la tête et le Ah, corps entier.
Alors c'est Très, justement, c'est un peu à peu l'aube qui apparaît, elle apparaît très doucement. non, non. Alors, il y avait, alors il dit, donc, Maïtama, c'est-à-dire quel est le pasouk? Donc, c'est dans Michée 7. Al tismechi ayafti likina falti kamti. Ça, ce pasouk, il n'est pas cité par le Gan de Vina, la première partie, et uniquement la deuxième partie. C'est pour ça que je l'ai mis en caractère gras. Kieshev bachosher Adonai Orli. Vous avez compris pourquoi c'est le pasouk. Alors que j'étais installé, ne regardez pas la traduction, alors que je suis assis dans l'obscurité, c'est la galoute. Adonai Orli Shem Havaya, c'est lui qui va me donner la lumière. Et il dit, ce or, il n'arrive pas immédiatement. On passe pas du noir à la journée immédiatement. Sache qu'il y a une science spéciale de la Géoula, ouais, et c'est la science de la patience. C'est-à-dire, c'est le fait de savoir que ça va venir petit à petit, mais fondamentalement, qui est-ce qui fait ça? Shem Havaya. Alors, puisque c'est tout doucement, alors il y a beaucoup de gens qui vont croire que, premièrement, c'est pas encore arrivé, ou qu'on peut étouffer dans l'œuf. Ça, c'est le début du pasouk. Al tismechi ayaftili. Ne te réjouis pas, celui qui est mon ennemi, celui qui est de la nazie, un Hamas, tout ça. C'est-à-dire, pourquoi tu vas te réjouir lorsque ça commence? Parce que tu vas dire non, il fait encore nuit. Ouais. Tant qu'on n'a pas vu le net, où il fait nuit, on est encore dans la galoute, ça c'est pour les arguments des religieux, ou bien pour nos ennemis, l'Avdil Alfé Avdalot, il dit c'est qu'encore la nuit, donc on peut encore leur faire, on peut encore espérer d'empêcher le processus de Goula puisqu'il n'a pas commencé. J'ai des choses très graves. Ça veut dire que les juifs, rabbinim religieux qui disent qu'on est encore en exil, ils nourrissent l'espoir chez nos ennemis qu'ils peuvent encore empêcher. Parce qu'une fois que la Géoula est venue, c'est sûr qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire. D'ailleurs, on avait souvent étudié ça, tout ce qu'il y a eu avec la Dormita à l'époque de Purim et de notre temps. Ce qui nourrit chez les Goïms l'espoir, c'est la pensée que ça a commencé, mais c'est pas encore suffisamment critique, donc on peut empêcher. Voilà. Donc, altismeri et aftili, qui nafalti kamti. Parce que ne crois pas que si je suis tombé, je vais pas me relever. C'est-à-dire, ça nous rappelle d'ailleurs des mots qui sont des mots-clés de la Megillat Esther. Ken, nofel alamita, im nafalta, napol tipol, etc. C'est-à-dire, donc, même si je suis tombé, ouais, même si en temps de ma chère Ben Yosef, tu peux me faire tomber un peu, ne te réjouis pas, parce que là, on n'est plus en exil, on est en temps de Orly. Ouais, c'est le temps déjà qui commence de la Géoula, donc je vais me lever. Et comment est-ce que je vais faire mon alia? Je vais prendre un avion de Ella. Et où est-ce que je vais le prendre? Dans quel aéroport à côté de Paris? C'est marqué dans le Passouk. Hachem, Orly. Voilà, vous avez vu, c'est marqué. Bon, on va quand même pas parler de Charles de Gaulle dans les psukim de la Torah. Alors on continue dans l'étude. Arbet Hila, regardez. Et donc, du coup, le Rav qui a dit ça, c'était le Rabbi Chia Gadol, qui est très célèbre. Il a dit, j'ai une référence. Lui, il était à l'époque de la destruction, après la destruction du deuxième temple, après Rabbi Akiva, après Bar Korva, il était à l'époque des Romains après la destruction, mais sa référence était Geulatam chez l'Israël du deuxième temple. Il disait ainsi au début, Esther chapitre 2, Mordechai Yoshev B'Shara Melech. Le pauvre Mordechai, il est le représentant de la Palestine, des Juifs d'Eretz Israël à l'ONU, mais il est conspué toute la journée. Après chapitre 6 de Esther, ça commence, le vent commence à tourner parce que Haman met Mordechai sur le Sous, sur le Ibrahim Sous. Et après ça, Vayeshev, c'est dans le même chapitre, Vayashov Mordechai el Sharamelech, il retourne vers le Parlement, mais c'est déjà plus le même. Il est déjà, tout le monde se lève pour l'applaudir quand il fait un discours. Chapitre 8, où Mordechai yatsa milifna melech, bilevush malchut. Mordechai sort devant le roi, c'est-à-dire il est devenu le vice-roi. Donc on a vu que comment est-ce que toute cette histoire de Malchut Israël, puisque Mordechai, ça représente la Malchut Israël, elle devient de plus en plus, kima, petit à petit de plus en plus lumineux. Vacharkar, dernier verset important au chapitre 8, la Yudim Aïta Ora Vesimcha. Quel est le mot important? Ora. C'est-à-dire, comme disait, que c'était Racine ou Corneille,
aura au désespoir, aux vieillesses ennemies. Non, c'est pas exactement la même aura. Chacun sa aura. Mais en tout cas, pourquoi il est important le mot aura? Parce qu'on a compris qu'au début, à l'époque au moment de Haman, on était dans le plus profond de la galoute. Mais puisqu'on n'est pas dans la galoute, et dans le Mashiach, le sionisme du deuxième temple, on est dans un processus de Géoula, on passe du Chocher au Or. La preuve, c'est que quand Mordechai sort avec les habits de Malchut, à ce moment-là, ça s'appelle Ora. C'est que le soleil commence à briller. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Et Baruch Hashem, Zenoten Simcha. Voilà. Alors, du coup, j'ai pris une super belle photo. Vous voyez, une très belle photo que quelqu'un a fait exprès avec cette Gemara pour nous montrer le lever du soleil. Il a calculé la direction. Quand on est du côté de Mil Moshe, on le voit derrière les Chomot. Et ainsi, continue le Gaon de Vilna, Vorach tzadikim keornoga olech vaor ad nechomayim. C'est-à-dire que la voie des tzadikim, c'est comme la lumière du matin, olech vaor, de plus en plus, jusqu'à ce que nechonayom, jusque le jour fait jour. Donc il nous dit ce verset, quand on parle des tzadikim, on parle de nous, on parle des juifs qui font leur alia et qui reconstruisent le pays d'Israël. C'est pour ça. Il convient de commencer, alors jusqu'à là, c'était la théorie. Vous avez compris, c'est une théorie totale. Ça vient tout doucement, mais souvenez-vous, c'est un point dont on n'a pas assez parlé. C'est-à-dire, le tout doucement, ça sous-entend que ça avancera jamais plus vite et que du coup, on a le temps de se désespérer. Par exemple, une chanson que j'aime pas du tout, qui a été, je sais pas si c'est, je pense que c'est le Rav Hanan Porat qui l'a composé. Amanetzach lo mefached, miderech haruka, c'est-à-dire le peuple de l'éternité n'a pas peur d'un long chemin. Alors, si on était au moment de Bar Korva, j'aurais chanté ça avec joie, parce qu'il fallait ne pas avoir peur d'un der haruka. Mais de notre temps, où le Gaon de Vilna, avec ses trucs, a promis que ça ira de plus en plus vite, il faut dire, Amanetzach, le peuple de l'éternité, a tenu le coup pendant 2000 ans, et maintenant on demande à Hachem que ça aille de plus en plus vite. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire, il ne faut pas ne pas avoir peur d'un long chemin, il faut avoir la volonté et l'impétuosité de vouloir que le chemin soit de plus en plus court et de plus en plus rapide. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qu'il faut changer. Donc vous avez compris pourquoi j'aime pas tellement cette chanson, bien que tout le monde la chante, alors je la chante avec tout le monde. Alors donc, maintenant, on va passer du côté théorique au côté opératif. C'est pourquoi. Alors on est passé dans le côté opératif. C'est pourquoi il convient de commencer toutes les actions du début, même petit à petit, comme le dit le verset. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, et là on est d'accord avec Rav Hanan Porat, nous dit le Gaon de Vilna, quand tu vas commencer, ne dis pas ça va pas marcher, parce qu'il n'y a que 17 personnes qui sont montées en Israël dans mon mouvement sioniste extraordinaire, et sur les 17, il y en a 5 qui sont morts en chemin, il y en a 3 qui sont morts du choléra, et il y en a 5 qui sont repartis à Vilna. Donc il en reste plus que 3. Donc on a échoué. C'est-à-dire ça va pas marcher, ça va pas marcher. On est desesperados. C'est-à-dire, nous répond le Vilna, c'est ça le côté opératif. Le côté opératif de cette chose, c'est que si tu sais que ça ira petit à petit, tu ne dois jamais désespérer et de jamais dire que c'est un échec. Tout ce que tu fais, c'est magnifique et ça marche. C'est-à-dire, même si c'est très très peu, ça va augmenter. Ouais. Je vous donne un exemple à propos de ça. Oui. C'est Archélie, les appels. Pas touché, pourquoi t'as touché? Voilà, vous êtes d'accord avec ce que je dis. Donc c'est comme ça. Les élèves du Gaon de Vilna qui sont montés en 1800, sur l'injonction du Gaon de Vilna, mais après qu'ils soient morts, ce qu'on appelle la Aliyah Rishona des élèves du Gaon de Vilna, ils étaient quelque chose comme ça. La première année, c'était 17, ensuite ils étaient 23. Et c'est avec ça que tu construis un État, c'est-à-dire avec 35 personnes, non. Les Bilouim, vous avez entendu parler des Bilouim? C'est la première Aliyah, ce qu'on appelle la première Aliyah. C'est pas vrai, la première Aliyah c'était les Talmidei Agra. Mais la première Aliyah sioniste de Herzl, c'est les Bilouim. Ils étaient aussi une vingtaine. Et comme je vous ai dit, une partie n'est plus pas arrivée, une partie est morte de la malaria, la plupart sont partis. Et les post-sionistes disent en ricanant, voyez de quoi vous me parlez de leur héroïsme? La plupart d'eux, ils sont même pas restés en Israël, ou ils ont pas réussi, ou ils sont morts
de plein de choses où ils sont repartis. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont restés. Donc, ça prouve que c'est ridicule d'enseigner ça dans les écoles. Mais pas du tout. Ces post-sionistes, ils n'ont pas étudié le Gaon de Vilna, ils n'ont pas compris que c'est vrai que la première Aliyah. Seulement la troisième Aliyah, c'était déjà plusieurs centaines, la quatrième des milliers, comme je vous ai dit, processus exponentiel. Je vous donne un exemple du Rav Yitzhak, du Rav Kalischer, Tzvirj Kalischer. Vous avez entendu parler du Rav Tzvirj Kalischer, il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Drishat Sion, qui n'est pas encore traduit en français. Ouais, mais le livre de Drishat Sion, c'est un des plus beaux livres de sionisme qui ont été écrits. Il a vécu au 19e siècle, et c'est un des plus grands rabbinim sionistes. Et Drishat Sion, comme Shivat Sion, Drishat Sion, c'est son livre qui donne tous les fondements du sionisme de son époque. Et le Rav Tzvirj Kalischer, il a dit comme ça: je veux absolument que la Géoula réussisse. Et pour ça, il faut un nombre minimum de juifs. Il dit, si on pouvait amener 24 000 juifs en Israël, le processus du sionisme commencerait. À la fin du 19e siècle, c'était utopique de penser que 24 000 juifs feraient leur allié en Israël. Aujourd'hui, en combien de temps on a 24 000 juifs qui font leur allié en Israël? En 3 ou 4 mois. Ouais. Dans quel Mahabara on les installe? On n'a pas besoin de Mahabarot, il y a assez d'appartements, assez de travail pour 20. Tous les ans, on digère plus de 30 000, 40 000 juifs qui font leur aliyah en Eretz Israël sans même s'en rendre compte. Il n'y a aucun problème. L'État d'Israël, avec 7 millions de juifs, arrive à digérer comme ça. Et lui, il n'arrivait pas à croire à ça, sans parler que chaque année, il y a 150 000 petits bébés qui naissent en Eretz Israël. Là, pas tous, mais plus de 100 000 qui sont juifs. C'est-à-dire en 100 et 120 000 nouveaux petits juifs en Israël. Donc chaque année, on a 150 000 juifs qui rentrent. Donc 7 fois ce qu'a dit Rav Tzvirj Kalischer. Donc il faut comprendre les proportions. Si aujourd'hui un juif en Israël dit ça avance pas assez vite, on dit c'est qu'Aniré t'as pas une perspective historique sérieuse des choses. Et c'est ça que nous dit le Gaon de Vilna. Si tu dis que ça va pas assez vite, que ta synagogue, ça fait 5 ans qu'elle est en construction et que ça va pas assez vite, ne t'inquiète pas, ça va très vite, ça va de plus en plus vite, parce qu'il y a le phénomène du halot hashachar. C'est-à-dire non seulement ça avance, mais ça avance de plus en plus vite, donc ne t'inquiète pas si ça avance lentement relativement de ton temps. Et c'est ce que dit, c'est ça l'opératif. L'opératif, ne pas faire des grands projets, fais des petits projets. Et réussis un petit projet, et encore un petit, et à ce moment-là, le Koalator fait son nid. La tourterelle fait son nid. Alors, c'est ce qu'il dit. Du début même petit à petit, comme dit le verset de Yirmiyahu, Shuvu banim shovevim neum Adonai ki anochi ba'alti etrem. Velakachti etrem echad meir ushnaim mimishpacha veveti etrem Sion. Regardez ce que dit. Dieu promet qu'il y aura Shivat Sion. Et comment il dit? Dieu dit qu'il prendra 1 d'une ville et 2 d'une famille. C'est un peu paradoxal. Des fois, d'une grande ville, il y en a un seul Lia. Par contre, d'un petit patelin, genre Oujda ou comment ça s'appelle? J'ai oublié. Ça va me revenir. Mais d'un tout petit shtetl du fin fond du sud de la Tunisie, ou du Maroc, ou de l'Algérie, c'est-à-dire Colombécha. Voilà. Je connais plein de juifs religieux qui sont à Jérusalem et qui viennent de Colombécha. Pourquoi? Parce qu'à Colombécha, il y avait de la Torah. Et donc, il y a plein de gens. Par contre, tu prends des grandes villes, et puis tu n'en as presque pas. Et c'est ce qu'il dit ici. Echad meir, shtaim et mishpacha. Des fois, il y en aura plus d'une famille que d'une ville. Mais en tout cas, à Kadosh Baruch Hu, ça lui suffit 1 qui fait son aliyah de Paris et 2 qui font leur aliyah de Colombécha. Ça lui suffit, c'est bon. C'est pourquoi? Parce que c'est Kima Akima, tout ça, c'est petit à petit. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Lo le fachet klal. Ne pas avoir peur si c'est petit. Et la preuve, il amène un pasuk. C'est-à-dire, quand l'agence juive de Akadosh Baruch Hu, elle organise la aliyah, il dit, je vais commencer par en amener 1 de la ville et 2 d'une famille, Ve'etrem Sion. Comme il y a marqué de Sion, on sait que c'est un cours de sionisme, c'est-à-dire, et en plus, qui anochi ba'al tietrem. Vous savez ce que ça veut dire, qui anochi ba'al tietrem? Ba'al tietrem, c'est un concept de Kabbalah. Quand Akadosh Baruch Hu décide qu'il se remarie, il a des relations conjugales avec Knesset Israël, avec Am Israël. Be'ila, oui, il a dit contracter une union, mais c'est pas vrai, ceux qui savent l'hébreu. Be'ila, ça veut dire revenir à être véritablement de manière conjugale. Isha, c'est Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Donc par quoi ça se traduit? Par la sornout, par la aliyah. Quand Dieu décide
de se réunir avec l'Assemblée d'Israël qui est encore en exil, qu'est-ce qu'il organise? La Aliyah. Et regardez comme c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit aux enfants d'Israël? Shuvu banim shovevim neum Hashem. Faites teshuva, nachon? Recommencez à manger kasher et à faire Shabbat. C'est de ça qu'il parle Yirmiyahu. Quand il dit shuvu banim, de quoi il parle? Shuvu L'argent, letzio. l'Eretz Israël. Bediouk. Or, tous les rabbins, c'est un verset que tout le monde connaît, Shuvu bonim shoivevim, Ken revenez à la Torah, faites tchouva. J'ai pas dit que c'est pas vrai. Le Rambam, il le cite, et la Gemara dans Masechet Yoma, il le cite comme pasuk de tchouva. Mais c'est un sens second. C'est le drash, c'est pas le pshat. Le pshat, Shuvu banim shovevim, Shuvu, rentrez à la maison. Vous voyez? C'est le roi Baïta. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, vous voyez que ici, on a un très bel enseignement. Notre maître a énoncé un grand principe, à savoir, alors c'est là le courage du principe, c'est le principe opératif, à savoir que tout ce qui va arriver dans l'accomplissement complet de la Géoula commencera même au début, le mot même d'ailleurs, il ne faut pas le dire même, il commencera au début, petit à petit. Et quand il dit tout, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception, ni pour l'armée, ni pour l'économie, ni pour les synagogues, ni pour les yeshivot, ni pour les maisons, ni pour les restaurants, ni pour rien du tout. C'est-à-dire, tout se construira tout petit à petit. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se désespérer quand ça se fait petit à petit. C'est ça le grand principe. Il en va vous voyez que c'est pour ça que c'est opératif. C'est la théorie, mais c'est une théorie qui nous permet de savoir comment faire nous. Ouais. Est-ce qu'à nous, ça nous est pas arrivé? Est-ce qu'on n'a pas essayé de construire un projet de Aliyah ou en Eretz Israël de faire quelque chose et qu'on s'est désespéré parce qu'on a vu que ça avançait pas assez bien. Il y a des choses qui marchent pas, on essaie autre chose. Mais il y a des choses qui marchent, mais ça marche pas assez vite, et à cause de ça, on dit que ça marche pas. Eh bien, nous dit le Gaon de Vilna, ça marche. Si ça marche doucement, ça marche très bien. Il en va de même pour la construction de Yerushalayim, qu'il faudrait commencer par une seule pierre. Parce que vous vous souvenez que le thème de Binyan Yerushalayim chez le Gaon de Vilna est essentiel. Pourquoi c'est normal? Eretz Israël, c'est le politique. Yerushalayim, c'est le spirituel, c'est le religieux du sionisme. Donc il faut Yerushalayim vers Eretz Israël. Et donc ça aussi, c'est Geulat Tzion. Et il dit que la construction de Jérusalem, même une seule pierre. Et il a une preuve de Yeshayahu, la chen koamar Adonai Elohim, eneni yisad betzion even bochan pinat ikrat, musad amaamin lo yachish. Regardez, c'est magnifique, parce qu'une fois qu'on étudie le Gaon, tous les mots ont un sens extraordinaire. La reine, c'est pourquoi ainsi a parlé Hachem. Ineni Issad betzion even. Lorsque je vais fonder Tzion, il y a 3 mots importants. Issad, c'est les fondements. Si tu veux construire une maison, ce qui est important, c'est les fondations. Et Yissad, Mossad, il apparaît 3 fois dans ce verset, c'est les fondations. Eh bien, dans les fondations, tu te dis que si j'ai pas plein de béton et un trou comme le trou de la Défense, c'est-à-dire un trou budgétaire aussi, un trou de 200 mètres, je ne vais pas pouvoir construire quelque chose de haut, de solide, etc. Eh bien, nous dit le Gaon de Vilna, tu as tort. Même si dans ta fondation, tu as mis une seule pierre, ne t'inquiète pas. Il y aura encore des pierres et les fondations seront fondées et on va pouvoir construire tout l'édifice. On pourrait d'ailleurs dire, de manière imagée, que le temps de Mashiach ben Yosef, qui est le temps de l'aube, c'est le temps des fondations. C'est ce qu'on voit pas. C'est-à-dire, et le temps de Mashiach ben David, qui est le temps du lever du soleil, c'est le temps du binyan qui est au-dessus. C'est-à-dire, mais tout le monde sait qu'un binyan ne peut pas tenir s'il n'a pas ses fondations. Les fondements, ils sont aussi importants. Dans un arbre, c'est ce qu'on appelle les racines, les shorashim. C'est-à-dire, mais on peut dire que c'est une image qui est comparable. Et la preuve, c'est que ici, vous avez 3 fois le mot Mossad, Issad. Et ça ne veut pas dire que quand ça ne réussit pas, on doit faire une tête Mossad, ou qu'il faut s'occuper de travailler dans le Mossad. Ça veut dire que tout ça, c'est les fondations. D'ailleurs, il y a un des livres des élèves du Gaon de Vilna qui s'appelle Moussad à Moussad. Ouais, c'est-à-dire qu'il a pris ce verset pour parler du Mashiach ben Yosef, du sionisme. Il dit c'est les fondations des fondations. Alors donc, dans ce verset, voilà. Ineni, c'est moi qui fais les fondations de Tzion, et ne t'inquiète pas, même si tu ne vois qu'une seule pierre. C'est-à-dire, même une pierre, c'est une fondation. C'est-à-dire, tu viens en Eretz Israël, tu veux construire un grand bâtiment à Jérusalem, tu as posé une pierre, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça me rappelle le fait que la Gemara dit que tout celui qui régit
Ouais. Tout celui qui régit un Khatan Kala, okay, c'est comme s'il avait mis une pierre dans un Keilou, Bana Even Achat, Bana Bebinyan Yerushalem, dans la construction de Jérusalem. C'est-à-dire, comme il y a marqué, Odishama, Baredov, Chotze de Yerushalem, Kol Sassan. C'est-à-dire que quand tu réjouis un Khatan à Vilna ou à Paris, en fait, tu dois penser que c'est Simchat Binyan Yerushalem, Kol Khatan, c'est-à-dire dans les montagnes de Yuda. Et donc, cette idée-là, même si tu as mis une pierre, ça va, ouais, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que cette pierre, c'est une pierre de Bohan. C'est quoi une pierre de Bohan? Alors, il traduit une pierre angulaire, c'est-à-dire, mais lui, il traduit Bohan comme dans le sens d'une pierre d'épreuve. Quelle épreuve? De ne pas se désespérer. Parce que elle sera, il faut dire en fait, une pierre probation, on va dire d'épreuve. Pourquoi? Parce que dans le mot épreuve, il y a aussi preuve. To prove. Et en hébreu, la même chose. Precha et ochacha. Torecha, c'est une remontrance. Ouais, c'est une épreuve. Et ochacha, c'est une preuve. D'accord? C'est-à-dire, moi, je me suis trompé, mais c'est-à-dire, cette pierre-là, ce sera la pierre qui montrera est-ce que tu as la persévérance pour continuer. Moussad. Ne te dis pas que c'est une pierre qui est en l'air, qui n'a aucun sens. Tu es en train de construire les fondations. Même si toi, tu le vois pas, ceux qui viendront après le verront. Ils verront que toi, qui as construit une toute petite maison à Kiryat Moshe, c'est-à-dire qu'à l'époque coûtait 30 francs, anciens francs, aujourd'hui ça coûte 30 millions d'euros. C'est-à-dire pourquoi? Parce que Kiryat Moshe, c'est le quartier le plus demandé de Jérusalem. À l'époque, personne n'en voulait. Donc, tu as fondé quelque chose de très important. Tu n'as pas fait n'importe quoi. C'est-à-dire, Ma'amin, celui qui croit à ça, c'est-à-dire qui a passé l'épreuve, Lo Yachish ne s'inquiétera pas si jamais ça s'accélère pas. Donc, vous voyez que la traduction n'a aucun sens. C'est-à-dire, Lo Yachish ne sera pas énervé du fait que ça marche pas assez vite. Parce qu'on a vu que ça, ne t'inquiète pas, après ça ira de plus en plus vite. Vous voyez que ce mot Yachish, qui était dans le verset d'avant, le grain de Vilna savait choisir ses psukim, est un mot essentiel de tout ça. Car cette pierre sera une pierre d'épreuve, ce qui prouvera la volonté de reconstruire Jérusalem et d'agrandir le lieu de sa tente, son territoire, et alors l'Éternel viendra en aide. Pourquoi il utilise le mot tente? On l'a déjà vu la semaine dernière, parce que le problème de la tente, c'est la fragilité. C'est-à-dire, c'est le fait que c'est pas encore un binyan shalem qui est en dur, comme le Mishkan avant, et que du coup, il est frêle, donc c'est dangereux. On continue. Nous avons ainsi aussi interrogé notre maître au sujet du secret du verset. Ya'avorna Adoni, lifne avdo, vani et naala leiti, leregel amlacha asher, lefanam regel aldim, ad asher avo el Adoni seir. Alors ce verset, pour ceux qui le connaissent, ils le connaissent, c'est lorsqu'il y a le dialogue entre Yaakov Avinu et Ésaü lorsqu'ils se rencontrent. Ouais. Quand Yaakov revient en Eretz Israël et qu'il vit son Shivatyon à lui, vous vous souvenez qu'il a une petite Shoah d'une nuit où il combat l'ange tutélaire de Ésaü. Et ensuite il rencontre Ésaü et ils s'embrassent. Ésaü lui dit, eh ben, s'il te plaît, viens, je vais t'accompagner jusqu'à ce qu'on arrive ensemble chez notre père et notre mère à Hebron et on va les embrasser ensemble et on fera la paix. Et Yaakov lui dit quelque chose de très bizarre. Il dit, mais c'est pas la peine de m'attendre. Pourquoi? Parce que toi, la spécialité de Edom, c'est d'aller de plus en plus vite, de faire tout ce qu'on fait. La technologie, c'est pour tout accélérer, que tout aille de plus en plus vite. Ouais. Les chevaux, tout d'abord, ensuite les avions, les voitures, les chemins de fer, et ensuite aujourd'hui l'internet. Ouais, c'est-à-dire que Esav, il est toujours pressé. C'est-à-dire, il est toujours pressé. Esav, depuis le début, par exemple, je vous rappelle les voies romaines et ensuite le Pony Express, etc. Il veut toujours, dans la communication de tout ça, faire de plus en plus vite. Et Yaakov répond à Esav, toi t'es pressé. Et moi, moi au contraire, j'avance tout doucement. C'est-à-dire, parce que là, je suis d'accord avec Rav Hanan Porat, Yeshanu Derech Haruka. Le chemin du peuple juif est le chemin le plus lent. C'est-à-dire, Esav, quand il est né, il était déjà pressé. Comment on sait qu'il était pressé?
Parce que ça veut dire quoi, Esav? Ça veut dire quoi, Asouï? Il voulait sortir. Non, 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 ça c'est vrai, tu as raison. C'est fait. C'est qu'il était pressé de Fait, sortir. accompli. Tout à Il fait d'accord avec toi. étouffait. Déjà Il était fait. étouffé, Nahon. C'est pour ça qu'il veut nous étouffer. Il était Il étouffé, étouffait. ça veut dire qu'il est déjà né comme fait. Donc, il comprend pas ce que c'est que la dynamique que ça prend très longtemps. C'est-à-dire pour lui, il y a énormément d'enseignements sur le fait qu'il a refusé la galoute, il voulait tout de suite s'installer. C'est-à-dire dans le nefesh, dans la neshama de Esav, c'est ce qu'on appelle le fast-food, ça doit être tout dans l'immédiat. C'est dans l'immédiat. Et chez nous, on sait qu'on est le dernier, revenez sur le Maharal dans Ner Mitzvah à propos des 4 empires et ensuite la Géoula d'Israël. C'est-à-dire depuis qu'on est né, on sait que ça va prendre du temps. Alors c'est ce qu'il lui répond. Il y a Vorna Adoni Lifne Avdo, vas-y, continue à courir, ouais, à faire des courses de tiercé. Vani, et moi, Etna Alaliti. Moi, Ani Itnael, moi j'avance tout doucement. Leiti, les Regel Amlacha Sherefanaï, ou les Regel Ailadim, alors je vais traduire de manière midrashique. Parce que, d'abord, il y a le mot Regel, j'avais pas fait attention, c'est incroyable. Donc c'est le Regel, c'est toujours, on l'a vu, c'est le petit à petit, c'est les pas à la Melacha. J'ai un projet, c'est-à-dire, Chazal, il traduit Melacha, c'est les moutons. Mais c'est pas vrai. C'est à cause du fait que j'ai un grand projet, j'ai une Melacha Gdola qui est devant moi. Elle n'est pas derrière moi, on a l'histoire devant nous. C'est-à-dire, on a un projet énorme, et ce projet, c'est les Toladot, c'est les descendances, c'est toutes les générations, les Regel Ailadim. C'est-à-dire, je vais pas à la vitesse du père, ni à la vitesse du grand-père, je vais à la vitesse du fils. Or, les enfants, ils avancent doucement, parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude. Eh bien, je ne pousse pas les enfants. Je les laisse avancer et je vais au rythme des enfants. Regardez comme c'est beau. Combien de peuples dans le monde sont attentifs à leurs enfants, s'assoient avec eux pour jouer, pour étudier la Torah, pour leur enseigner la Torah, Veshinatam, Levanecha, Vedibartava. C'est quelque chose qu'il y a dans toutes les nations, dans tous les peuples. Mais c'est très très fort dans le peuple juif. C'est quelque chose qui est très fort. Oui, c'est marqué deux fois dans le Kriyat Shema, Veshinatam, Levanecha, et on le dit tous les jours. Mais c'est profondément ancré dans le peuple juif. Et c'est ça ce qu'il dit. Les Regela, il a dit, j'avance doucement parce que j'avance au rythme du projet des générations à venir, Asher Lefanaï. Et alors du coup, Ad Asher Avoel Adoni Seira. Et qu'est-ce que Rashi dit? Et je vous cite le Rashi, vous connaissez, il lui a dit, il l'a renvoyé, il lui a dit, t'inquiète pas, un jour je viendrai. Quand est-ce que je viendrai? Au moment de la Géoula, que Moshe Neymar, Ve'alou, Moshe, Ve'asim, Shmetetar Esav, Ve'etal Adonai Melucha, Ve'adonai Melucha. C'est-à-dire que il lui a dit, t'inquiète pas, un jour on va se retrouver. Toi, tu seras dans le speed, d'accord? Tu seras toujours dans le speed IKF, et nous, tu ne nous comprendras pas, nous, on est léat. Eh bien, un jour, on va se retrouver, parce que ce sera la fin de ton histoire de rapide, et ce sera le début de notre histoire, quand on arrivera en fin de cours. Et alors, du coup, le Gaon de Vilna et ses élèves ont vu dans ce pasouk, un pasouk fondamental du temps des Regel de la Géoula. Qu'à ce moment-là, il y aura l'Eiti, il y aura un temps. Seulement, le problème, c'est que notre lenteur nous met en vulnérabilité par rapport à la rapidité de Esav. Et c'est ça la Shoah. C'est ça, tous ces goïms de Esav qui sont derrière aussi nos ennemis arabes actuellement. C'est que ils sont encore dans leur système, et dans leur système qui est rapide, si nous on fait les choses tout doucement, léat, d'un côté le garde de Vilna nous dit on va réussir, d'un côté c'est on est très vulnérable. Alors, on va arrêter ici par rapport à l'étude du texte, mais bien entendu, j'ai pas réussi à faire le quart de ce que je voulais, mais Karagil. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, on comprend le lien entre le cours de la semaine dernière, ce que je vous ai promis, le cours de cette semaine. C'est quoi? C'est que la vulnérabilité du peuple juif est due à la kima, au léat. Et c'est ce qui est marqué dans le texte d'après qu'on étudiera la semaine prochaine. Si jamais on pouvait passer de la nuit au jour en 2 minutes, il n'y aurait plus de problème. Parce qu'on serait le Startup Nation complètement puissant, religieux, avec l'aide de Hachem, etc. Alors que hier, on était encore à Berlin, à Vilna ou à Tlemcen, dans notre Melach, c'est-à-dire, et que du coup, on ne peut plus nous attaquer. Le problème de toute Géoula, le grand problème, c'est le problème du Ma'ava. Kol adrachim becheskat sakana, comme disait Manitou, tous les chemins sont en danger, et c'est toujours Asher Kalcha Baderer, celui qui apparaît
dans le processus, c'est toujours Amalek. C'est lui qui sait qu'on est en chemin, c'est lui qui veut nous étouffer à ce moment-là. Donc, en fait, la solution que préconisait le Gaon de Vilna, c'est de savoir comme ça. Je sais qu'il n'y a pas d'autre solution. Je sais que, ça on le verra la semaine prochaine, qu'on ne peut pas accélérer, il va expliquer pourquoi. Ouais. On est obligé de faire doucement. Et je sais que du coup, on est dans une vulnérabilité terrible. Et donc, du coup, la seule solution que propose le Gaon de Vilna, c'est le silence. C'est de faire tout dans un maximum de tsniout, parce que sinon, on est fichu. Vous comprenez? Or, comme on avait vu qu'il sait qu'on va pas réussir. Qu'on ne sait pas se taire, parce qu'on a la chutzpah. Donc, il dit, c'est ça la clé, et c'est une clé très compliquée. C'est-à-dire, c'est comment concilier le fait que c'est obligatoire que ce soit tout doucement le paragraphe de cette semaine, et le fait que ça crée une énorme vulnérabilité, et donc la solution qu'il propose, c'est le silence. C'est-à-dire, alors, comme je l'ai dit, je suis désolé, mais en fin de compte, on peut pas, on n'a pas eu le temps de faire tout le cours. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner en promo le cours de la semaine prochaine. C'est-à-dire, je vais donner le titre de la semaine prochaine. C'est que, en fin de compte, ce qui se passe, c'est comme ça, et on va l'étudier profondément. On va l'étudier profondément avec toutes les sources qu'on a déjà vues maintenant, et je vais rajouter des sources. C'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Le vrai premier sionisme, c'est le sionisme du Gaon de Vilna. Il était tellement silencieux que le sionisme de Herzl a réussi à l'écraser. C'est-à-dire que dans tous les livres d'école actuellement, on vous raconte, même chez les religieux, que le sionisme a commencé au congrès de Bâle. Pourquoi on ne parle pas du sionisme du Gras? Pas parce qu'il n'a pas été le vrai premier et c'est pas grâce à lui que Herzl a réussi après, c'est parce qu'il a tenu tellement en silence que personne ne savait sauf eux, c'est-à-dire, et que quand le sionisme de Herzl est monté, ils ont pris tous les écrits historiques du Gaon de Vilna, ils les ont mis dans les archives sionistes et personne n'y a accès, et je le sais. C'est des choses qui sont marquées, j'ai demandé à des amis qui sont spécialistes ici, eux ils ont réussi à rentrer, ils m'ont pas dit pour l'instant, mais je le sais de manière sûre, que les sionistes sionistes laïcs ont tout fait pour étouffer ça, pour qu'on dise pas que le sionisme a commencé avec un vrai sionisme religieux, et c'est pour ça qu'on l'étudie actuellement. Pour rétablir la vérité historique, j'en avais parlé au moment de l'introduction au début de l'année, que la vérité historique, c'est que le sionisme a commencé à la fin du 18e siècle, et pas à la fin du 19e siècle. Et qui étaient ces sionistes-là? C'était le sionisme du Gaon de Vilna. Alors vous comprenez pourquoi personne ne le sait? C'est parce que même les élèves du Gaon de Vilna, ils le savent pas. Parce que les élèves dans les yeshivotes lituaniennes à Ponevitch, ou à Mir, ou à Hebron, ils savent pas que les rabbanim de leurs rabbanim, c'était des élèves du Gaon de Vilna. Ceux qui le savent, c'est le Rav Kook et le Tzadik Yerushalmi, Reb Aryeh Levin et encore d'autres, le Rav Shalom Eliashiv, et les Shem Chevaux. C'est-à-dire toute une petite frange de eux qui sont comme par hasard devenus sionistes. Le Rav Soloveitchik de Boston ou le Rav Lichtenstein du Gouche. C'est-à-dire c'est tous des rabbanim qui descendent de la Torah du Gaon de Vilna et qui étant restés sionistes, ou aussi celui qui a le Rav qui a sorti tous les écrits du Rambam, qui était le Mashguer de Ponevitch, qui a donné la skama à ce livre-là, le Gaon de Vilna, tout ça, c'est ceux qui connaissaient et c'est ceux qui sont devenus sionistes dans le monde comme ça. Et les autres, tout simplement, c'était tellement sous silence que personne ne le sait. Et du coup, on dit que le collator, on va même jusqu'à dire que c'est un faux. Vous savez, je vous avais raconté. D'accord? Pourquoi on dit que c'est un faux? Parce que c'est à cause, ça manque d'infos. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'infos. Donc, ça, c'est un point essentiel, si vous voulez, au niveau de l'historique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, dans le passage entre le sionisme du Gras, qui est un sionisme du silence, ouais, Chazon Sion, et le sionisme de Herzl, qui était un sionisme de la Chutzpah Isge, de Shivat Sion et non pas de Chazon Sion, alors, tout d'abord, ils ont réussi à l'effacer. Deuxièmement, il y a eu un refus des Talmidim du Gras du fait qu'on leur avait volé le sionisme. Donc, ils sont devenus le Yishuva Yachan non sioniste. Et pour ceux qui étudient, je sais pas si vous savez, mais Mea Shearim, il y a un siècle, c'était le quartier le plus sioniste de Jérusalem. Pour ceux que ça intéresse, c'est lié avec l'histoire de Shoushani. Parce que Shoushani, sous son Gilgul d'avant, il étudiait la Yeshiva Mea Shearim, qui était la Yeshiva la plus sioniste du pays, où Rav Kook donnait des shiurim. Donc tout ça, c'est des choses qui ont changé à cause de ça. Parce que Ganavtem lanu et hatzionut.
ils ont réussi à leur voler le sionisme par la chutzpah. Et donc, du coup, ils ont dit, bah, si on est contre vous, donc c'est fini le sionisme, on reste chez nous à Me'achari. Vous voyez que énormément de phénomènes historiques que vous connaissez, vous les comprenez même pas parce que vous n'avez pas étudié les enjeux de toute cette histoire. Maintenant, on est au troisième stade et c'est ça qu'on verra la semaine prochaine. Premier stade, sionisme silencieux. Deuxième stade, sionisme politique de Herzl. Troisième stade, sionisme religieux à voix haute. C'est-à-dire que aujourd'hui, non seulement on a un sionisme de chutzpah où on déclare ce qu'on a à dire, mais on a la chutzpah de dire que le sionisme, c'est un sionisme messianique. Et vous savez qu'ils supportent pas les anciens sionistes. Parce qu'ils étaient chutzpanim, mais chutzpanim d'un sionisme laïque. Et qu'on ait le courage de dire que le sionisme, on le dit à la Knesset, on le dit à l'armée, on le dit partout où on veut l'entendre, c'est-à-dire, alors ça, ils peuvent pas supporter. Et c'est un troisième stade. Donc il y a trois sionismes. Il y a le sionisme du Gras, le sionisme de Herzl et le sionisme de Ben Gvir et de Smotrich, si vous voulez, ou de Rav Kook, je dirais. C'est-à-dire le sionisme qui est bruyant, mais d'un bruit extraordinaire. Et comment c'est possible? Qui nous a donné le droit? Vous avez la réponse. C'est le verset qu'on a étudié. C'est qu'on a vu que le pas à pas est comparé à l'aube. Si c'était comparé à un pas à pas, c'est 5 cm, encore 5 cm, encore 5 cm de pas. Non, c'est 5 cm après 10 cm, après 20 cm, après 40, exponentiel. Ça veut dire que plus la lumière est grande, plus on a le droit de parler, plus le danger devient moindre, et plus on est obligé de parler. Donc, en fait, le Gaon de Vilna avait raison. Il avait raison que le début du sionisme était obligé d'être silencieux, mais le Gaon de Vilna avait tort parce qu'il fallait pas se scléroser dans le silence. Et vous allez comprendre que le silence correspond au début de l'eau, quand les cornes sont toutes petites, c'est, comme on dit, Keren David Avdecha, la corne de David Avdecha, quand les cornes sont petites, et puis plus la corne est cornue, plus elle est claire, et plus elle est claire même si tu le veux pas. Le monde entier le voit de plus en plus, donc tu es obligé de le dire, puisque le monde le voit. Comprenez? Donc le vrai machal qu'on a appris aujourd'hui, c'était ce Yerushalmi que même nous, on connaissait pas, que l'idée de Kima essentielle, c'est que plus le temps arrive, et plus le jour se fait. Toda rabba l'akshava. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.